Donc, notre stratégie de communication, pour une communication globale, on a notre offre de formation, hein, donc Lambda, un plan de communication événementielle, où on verra un peu les chiffres, un plan média, les indicateurs, et puis une veille. Donc, comme je vous ai dit, communication interne pour la communauté éducative, et puis communication externe pour institutionnelle et promotionnelle, pour nos partenaires institutionnels, les entreprises, collectivités, les futurs apprenants. Voilà, donc ça, c'est un peu notre cible. Au niveau de la communication interne, ça nous permet d'optimiser la diffusion des informations, donc tout ce qui est nouvelles formations, les projets. Donc, moi, je suis plutôt axé sur les projets que plutôt sur les formations. Donc, c'est moi qui fais la communication des projets au sein de Formatera. Vous verrez un peu comment on fait. L'actualité de l'établissement et puis renforcer la cohésion des équipes avec, comme je vous ai dit, entre les différents centres qui sont éloignés géographiquement. Communication externe, à quoi elle va le servir? Bien sûr, à la notoriété de notre établissement, puisqu'on a vu au fil des années. Alors, c'est assez récent, hein, notre communication. Ça fait, on va dire que ça fait 5 ans que ça tourne bien, quoi. Et on a vu, du coup, que la notoriété de l'établissement, elle est là. Elle est de plus en plus présente et on devient un acteur majeur avec nos partenaires. Euh, et puis, bien sûr, ça, c'est promotion des formations et des projets. Le focus sur 2024-2025, en quelques chiffres chez nous. Donc, c'est la communication événementielle, c'est 77 événements ciblés externes et sur nos sites de formation sur l'année. Le plan média, c'est 153 campagnes publiées sur nos outils dématérialisés. Donc, vous verrez, hein, bon, on n'invente rien, c'est LinkedIn, c'est Facebook, voilà, c'est tout, c'est YouTube, c'est tous les plans médias. Support de communication imprimé. Bon, là, on n'est pas très fort là-dedans, mais voilà, mais on le fait quand même. C'est 110 supports de communication annuels chartés avec notre catalogue. Et puis, communication institutionnelle, voilà, c'est des encarts presse dans les médias spécialisés, les spots radio, la télé, etc. Et ensuite, après, on a bien sûr les sites internet ministériels, hein, de la DAF, qui relaient aussi et qui ont envie aussi d'alimenter leurs propres ressources. Donc, ils nous demandent un petit peu, des fois, des photos et puis de la communication sur nos événements. Un exemple, par exemple, de ce que l'on peut. Ah bon? Non. Un exemple de ce que l'on peut faire, de ce que l'on fait. Moi, c'est ce que je fais depuis 4-5 ans. C'est-à-dire que je fais des séminaires thématiques. Alors, c'est très simple à réaliser. Ça coûte pas grand-chose. Un peu de temps quand même pour l'organiser. Nous, on a la place de l'organiser, donc on accueille des gens sur place. Là, c'est 3 types de séminaires. Le séminaire éco-pâturage, on l'a fait dans le cadre d'Éco-Phytoterre. Voilà, c'était une de nos actions. L'année dernière, on avait fait le séminaire sur l'abeille pays, et puis cette année, on a fait le séminaire sur la haie. L'idée, c'est que ça dure une matinée. On invite 5-6 experts qui sont dans notre région ou au niveau national. Dans ces cas-là, on leur demande de faire une visio et on leur propose la thématique et on leur demande s'ils peuvent intervenir, quoi. Donc, souvent, c'est oui, ça va être 20 minutes de conférence et 10 minutes, donc ça dure une demi-heure, et 10 minutes d'échange avec le public. Et voilà, et on fait ça. On invite l'ensemble de nos partenaires. Donc, il y a à peu près 60-70 personnes qui viennent, des agriculteurs, des élèves de temps en temps, un petit peu qui sont sortis de nos formations et qui veulent continuer, les professeurs. Voilà, je ne sais pas si Sophie, tu as déjà assisté à un séminaire. Voilà, donc abeilles et haies. Et ça, pareil, c'est simple, ça coûte pas d'argent parce qu'ils viennent gratuitement, hein, les gens, ils viennent parler de leurs travaux. Et puis, ça permet de véhiculer un petit peu que nous, on est un centre de transfert, en tout cas, et d'animation de ce qui se fait sur certaines thématiques. Donc là, voilà, ça fait 4-5 ans qu'on le fait. On avait fait l'agriculture urbaine aussi. Et puis l'année prochaine, on fera les préparations naturelles ou des choses comme ça. Oui. Notre Ouais, je pense. Comment vous communiquez autour des séminaires pour, Alors, sur notre site internet, sur notre plan média, en fait, hein. Et puis, on envoie des mails, comme à l'ancienne. Le contact direct par mail, c'est quand même ce qui marche
plutôt encore bien, mine de rien. Et c'est des mails à tout le monde ou c'est des mails individualisés? C'est des mails en copie cachée. Donc, la personne a l'impression de l'avoir en individualisé. Et donc, pour toujours respecter un peu la RGPD. Et ensuite, oui, c'est des mails. Nous, on a une liste que l'on garde de séminaire en séminaire, des gens qui sont intéressés. Après, ils viennent pas forcément tout le temps, les gens. Ça dépend des thématiques. Il y en a qui sont plutôt intéressés. Les gens qu'on avait sur l'abeille, ils sont pas venus pour les haies, par exemple, hein. Donc, il y a des voilà. Et puis après, on s'appuie aussi sur nos partenaires qui ont eux-mêmes leur propre réseau. Bon, forcément, on a des réseaux différents. Et on leur demande de communiquer aussi. Voilà. Alors, on fait très attention parce qu'on est donc on envoie aussi une fiche d'inscription. C'est-à-dire que les places sont limitées. On ne peut pas, s'il y a 100 personnes qui s'inscrivent, on ne pourra pas les accueillir à 100. Donc, on essaye de regarder ça. Mais bon, c'est jamais, on n'a jamais eu encore ce problème. Oui, ouais. Non, mais là, tu vois, cette année, on a fait intervenir Permalab, donc sur l'hydrologie régénérative, là, donc j'arrête pas de parler. Mais du coup, ils sont intervenus. La personne, elle a fait une visio et on avait le PowerPoint, donc on suivait. Et franchement, c'est une des interventions qui a le plus intéressé. Voilà. Donc c'est vrai que nous aussi, à La Réunion, on est demandeurs aussi d'expertises qui viennent d'ailleurs, que l'on ne connaît pas, de thématiques un peu innovantes. Et voilà, ça nous permet, alors ça ne résout pas tout, mais ça nous permet de cogiter un petit peu et de réfléchir à ce qui se fait ailleurs. Donc, mais oui, toujours gratuitement, parce qu'on n'a pas d'argent pour le faire. Après, voilà. Bah, les gens, souvent, quand ils ont envie de parler de leur travail, leurs travaux, ils viennent. Hein, c'est pas, ça fait partie de ce qu'ils savent faire, quoi. Bon, ça, c'est le plan événementiel. Vous voyez, bah, là, c'est voilà, par mois, différents événements qui doivent se dérouler. Donc, quand c'est des événements extérieurs, bah, forcément, on doit mobiliser des professeurs qui vont faire, alors si c'est des forums, si c'est euh, voilà, si c'est des rendez-vous de l'apprentissage, etc., bah, on doit tenir des stands. Donc, voilà. Et puis, si ça se passe chez nous, bah, du coup, là, on met un peu plus de monde parce qu'il faut l'organiser un peu. Le plan média, de la même manière, c'est-à-dire qu'on se réunit et puis voilà, bah, pour faire la promotion ou l'ouverture d'une formation, bah, du coup, on anticipe et on a une personne qui va justement se charger de mettre un petit encart pour faire la promotion avec un lien pour s'inscrire, quoi, et nous contacter. Ça, qui a l'info? Il y a quelqu'un qui recentre toutes ces informations-là. Ouais. Et enfin, c'est diffusé comment en fait en interne? Ah, en interne, en interne, c'est pas vraiment diffusé en interne de manière individualisée auprès de nos formateurs ou de nos enseignants. C'est diffusé sur nos sites, sur notre média, quoi. Donc sur notre Facebook, sur notre site internet. C'est comme ça qu'on a l'information. Ouais. Quand la chargée de com, elle a besoin d'avoir des enseignants, des formateurs en support, notamment sur le salon de l'étudiant, la forme de rappel et tout ça. Elle envoie un récap en disant, ou la directrice envoie un récap en disant, on va avoir besoin de personnes pour tel événement, tel événement. À l'intranet, on a accès au .com. Après, on a des enseignants qui ont des missions par rapport au .com. Sinon, les autres, quand il y a besoin d'avoir des représentants de l'établissement sur différentes manifestations, elle envoie un mail à la communauté des enseignants ou des formateurs en disant, bah voilà, il y a tel événement, il faut les 2 personnes par jour. Voilà, c'est ça. Par exemple, on a un salon de l'agriculture. Ça fonctionne à peu près. Alors effectivement, souvent, il y a des gens qui râlent un peu parce qu'ils sont toujours, ils ont l'impression que ce sont toujours bons. Alors par exemple, là, sur le plan de com, vous voyez, entre l'année dernière et cette année, ce qui s'est passé, l'année dernière, on était trop proactifs. On a voulu trop bien faire. Ça a épuisé un peu nos ressources humaines. Et là, on s'est dit, on ralentit parce que finalement, il y a des événements qui nous rapportent pas grand-chose. C'est-à-dire en termes de l'idée de la valorisation là, c'est de faire venir des jeunes, hein. Souvent, hein, voilà, c'est ça, hein. C'est de faire venir des jeunes dans nos formations, c'est que les jeunes s'inscrivent, c'est qu'ils trouvent des entreprises, etc.
Donc, des fois, on remarque bon, bah, qu'il y a pas, ça sert à rien de le refaire l'année suivante parce que ça n'a rien rapporté. Et souvent, les forums sont payants aussi. Quand on vient, on doit prendre un stand et on doit payer un encart dans le stand. Il y a le salon de l'étudiant, il y a différents types de salons qui sont. Voilà. Par exemple, le séminaire organisé avec, Ouais. la demande au départ, ce sont des profs de bio, du lycée qui ont envie d'organiser ça, ou c'est Non. le chargé de com qui a dit Non. C'est moi. C'est moi. Non, c'est l'idée, c'est que en fait moi quand j'ai démarré, ça suivait un petit peu les projets. Donc avant j'avais un projet sur l'agriculture urbaine, donc avec l'ADEME, donc voilà j'avais fait ça. Après il y avait eu l'éco-pâturage qui était un peu avec le projet éco-phytoterre. Donc je m'étais dit bah tiens on va continuer. Et puis après je me suis dit en fait voilà il y a des thématiques moi qui m'intéressaient. Et puis on a essayé de trouver des ressources comme ça pour faire ces thématiques-là. Ouais. Non, il n'y a pas de demande, mais il peut y avoir une demande. S'il y a une demande, c'est encore mieux. Effectivement, s'il y a une demande, alors là c'est top. Par exemple, le séminaire est, bah là, on a un projet avec la Bergerie nationale. Voilà. Et ben, on s'est dit, bah, tiens, on va le mettre là-dedans. Il est temps d'en parler. On n'en avait jamais parlé. Nous, on a des projets sur notre exploitation avec les haies. Et ben, on va aussi montrer ce qu'on fait, quoi. L'idée, c'est aussi ça, hein. C'est de montrer aussi ce qu'on fait à nos partenaires pour qu'ils comprennent que bah, on a un domaine d'expertise qui est assez fort sur les haies. Et puis bah, après, on devient un interlocuteur un peu reconnu. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a un Respocom qui fait que de la com au sein de l'établissement ou c'est un peu une tâche partagée par les équipes? En fait, il y a un mi-temps. On a un mi-temps com elle fait mi-temps com, mi-temps qualité. Et sur son mi-temps com, elle partage. C'est-à-dire que par exemple, sur les réseaux, là, vous voyez sur les différents réseaux, sur le plan média, on est plusieurs à avoir la main dessus. Il n'y a pas qu'elle. Parce que elle, en fait, elle n'est pas au courant de tout. Parce que elle est dans son truc, quoi. Et donc, il y a des formateurs qui font des choses, qui diffusent ce qu'ils font avec les étudiants. Il y a moi, sur les projets, sur les différents projets donc de coopération régionale ou les différents projets qu'on mène. Par exemple, là, vous voyez, quand on va sortir là, je vais faire une communication Facebook et LinkedIn sur la page de l'établissement et sur ma propre page aussi, moi perso sur LinkedIn. Et, et voilà, sur ce séminaire d'ouverture de projet en expliquant tout ça. Donc, tous les partenaires du coup, sont informés, puisqu'ils sont plutôt connectés. Et voilà, c'est comme ça qu'on diffuse, l'information. Est-ce que vous avez un outil? Ah, c'est super. Ah ouais, ok. Il y a un outil dédié du coup pour travailler à plusieurs sur les réseaux ou vous le faites à l'ancienne? En fait, on a les droits partagés. On est administrateur. Il y a un outil Hootsuite ou un truc qui permet d'envoyer simultanément. Ah si. Ouais, on a la méta suite là, le truc de méta là. C'est-à-dire que si on fait une publication sur Facebook, on peut la transférer euh, Meta. Ouais, Meta, voilà, ouais, c'est ça. Donc on a la suite Meta Pro, ouais, ouais, voilà. On a la suite Meta Pro. Voilà, on fait aussi ça c'est intéressant et moi je trouve ça très intéressant. Alors je suis très partenariat. Et on a un autre établissement, un autre établissement public local, un autre EPLEFPA qui est à Mayotte. Et du coup, moi, dans le cadre de la coopération régionale, on fait aussi des actions ensemble, des actions de valorisation et de communication entre établissements. Et notamment, on fait tous les 2 ans, on fait ce qu'on appelle une conférence internationale que l'on organise souvent à Madagascar. Et on l'organise, du coup, à 2 établissements. Donc, on est sur des fonds Interreg, on est sur des fonds européens, et on a chacun une enveloppe. Alors, c'est un beau chantier, hein. Et on organise quelque chose à l'extérieur. On n'est plus du tout chez nous, on l'organise à l'extérieur. Les invitations sont faites et on fait venir l'ensemble des membres de ce réseau sur lequel on travaille. C'est le réseau des établissements agricoles professionnels de la zone qui a à peu près 100 établissements. Et on les fait venir pour un événement. Donc, on organise 3 jours d'événement où on va faire sur une thématique et on va faire, il y a des conférences, il y a des interventions,
Il y a les gens à Madagascar qui viennent et qui discutent un petit peu du transfert justement de connaissances entre le technicien et l'agriculteur indigène. Bref, il y a voilà, plein de thématiques. Ça aussi, ça s'organise, ça c'est intéressant parce que du coup, on est deux EPL avec le même objectif et on organise un événement commun. Donc ça, je sais pas si vous le faites, ça, de vous, mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, voilà, on est sur des domaines, des fois, vous le ressentez peut-être pas, mais nous, on a deux EPLEFPA à La Réunion. C'est un petit territoire, La Réunion, il n'y a pas beaucoup d'agriculture non plus. Et donc, on devient presque concurrent, en fait. On est voilà, sur des domaines de compétences concurrentiels. Donc, on est des fois assez bien quand on montre qu'on arrive à faire du partenariat. Euh, Bon, bah voilà, bah ça c'est l'exemple de campagne de communication. Bon, bah, il n'y a rien de. Voilà, communiqué de presse, affichage, réseaux sociaux, sport radio dédié. Oui, alors là, ça vient pas au fur et à mesure, bah, c'est bizarre. Mais voilà, bah ça c'est à peu près les chiffres. Donc on a des indicateurs aussi, on suit nos indicateurs. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc les sites internet, les Facebook, les pages Insta, les LinkedIn. On voit que sur la page LinkedIn, on a bien travaillé parce que ça a pris, ça a pris de l'ampleur. Et puis, bah, on observe que, en fait, voilà, on a un nombre de candidats qui visitent les événements extérieurs et les sites qui progressent et qui augmentent. Donc, donc en fait, voilà, le fait de communiquer vraiment de plus en plus sur ces réseaux sociaux nous montre qu'on a de plus en plus de visites sur nos sites et de plus en plus d'intérêt à venir voir nos formations et à s'inscrire. Et voilà. Donc, et ça se fait pas du jour au lendemain parce que ça progresse au fur et à mesure. Quand on a ouvert notre page, les différentes pages, ben, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Au fur et à mesure, on, on grossit, quoi. On a une veille quotidienne, c'est-à-dire, bien sûr, il y a une modération des commentaires et puis il y a des questions hein, qui se posent sur ces différents supports du plan média. Donc, il faut y répondre. Il faut être assez proactif là-dessus. Donc, des fois, il y a des questions sur ah oui, bah, est-ce que vous faites ça comme formation? Où est-ce que je dois me renseigner? Tout ça, on n'est plus. Les personnes se déplacent moins aussi. Donc, faut qu'on veille à répondre et avoir un temps de réaction rapide. Ouais. Bientôt d'avant. Vous avez en fait des nombres de vues, des nombres d'abonnés et vous avez d'autres types d'indicateurs. Comment vous suivez ça en fait? Et c'est aussi la portée en fait de vos événements en dehors des réseaux sociaux. Alors la portée de nos événements en dehors des réseaux sociaux, ça va être sur nos sites en fait. Ça va être en termes de nombre d'inscriptions, en termes ouais, ça va être ça en fait. On n'aura pas plus d'indicateurs que ça. Hein? C'est vraiment là, Ouais. par plateforme, c'est vraiment les indicateurs que vous utilisez. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, bah oui, on a le nombre de vues, on a le nombre de partages, on a le nombre de. euh, Oui, voilà. Ouais. On n'a pas forcément le nombre de likes, on a aussi le nombre de vues, de gens qui ont vu l'événement ou la page, quoi. Ok, ça marche. Euh, Voilà, puis adapter nos campagnes aux nouvelles tendances médias. Hein. Les médias, ils évoluent beaucoup. Là, on se rend compte qu'on est de plus en plus sur des vidéos courtes maintenant aussi. Hein. Voilà, des petites vidéos. Donc ça, on y travaille aussi. Donc donc, euh, donc à faire des vidéos avec les jeunes, hein, tout simplement, les jeunes qui font la promotion quand ils sortent de leur formation. Voilà. Et puis ça fonctionne super bien sur TikTok, sur Insta. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, bah voilà. Donc, l'idée, c'est de développer nos réseaux et d'interagir avec nos partenaires. Voilà. Puis après, bah, on a tout notre support de communication qui permet, voilà, tout un éventail. Donc, dès qu'il y a voilà, dès qu'on a des séminaires comme ça, bah, il y a le petit sac, il y a le petit carnet, il y a la petite clé USB, la trousse. C'est très polluant, tout ça, on est d'accord, mais ouais, c'est un sacré budget, ouais. Ouais. Mm. Ah, je sais pas le budget Oid. Non, mais il est pas si énorme que ça. Hein. Il est pas si énorme que ça. Annuellement, on n'est pas, on doit peut-être tourner à 20 000 euros, peut-être, voilà. C'est pas,
Oui, les apprentis, ils ont un t-shirt. Ils ont tous un t-shirt quand ils arrivent. Ils ont une gourde aussi. Oui, ils ont une règle. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, ils ont la casquette et tout. Ils ont tout ça. Ouais. TCFA. Ouais. De couleurs différentes. Un t-shirt, les profs, on a tous des t-shirts. On doit systématiquement, quand on va sur des événements ou quand on est en Portées. être identifié l'établissement. Et autre chose pour compléter pour parler des nouveaux supports de communication, on s'est rendu compte très récemment que finalement, ce qu'il fallait absolument qu'on intègre dans nos plans de communication, c'est la présence de jeunes. Moi, je suis allée sur un salon de présentation des différents salons des clients et on avait une conférence, une présentation avec les différents centres qui travaillent dans le monde agricole. Et en fait, il y avait les autres établissements étaient représentés par les grands directeurs. Et moi, pour le lycée agricole, c'était moi. En fait, c'est moi qui ai le plus de questions. L'apport sur le terrain. Et j'ai dit à mes collègues, en fait, c'est pas nous qui devons l'être, c'est les élèves. Bah oui. Ouais. Parce que c'est les élèves qui ont au-dessus. Et finalement, et sur les salons maintenant, la chargée de com, elle nous a demandé, notamment pour les salons de l'étudiant et tout, c'est les élèves des différentes sections qui veulent bien y aller. Et notamment sur par exemple, les BTS gestion et protection de la nature pour un module animation. Et ben, la prof, elle a inscrit dans le module animation et hop, cet événement-là, il fallait s'y prendre. Donc, faire retomber la com jusqu'aux élèves en fait, qui sont dans l'établissement. Alors, merci. Guillaume, je crois qu'on va s'arrêter là parce que sinon on va expliquer. Bah, c'était, regarde, voilà. Ah, bah, Merci de votre attention. Ouais, c'est génial, mais ça marche parce que toi, tu as du temps de projet, tu as une chargée de com, tu as plein de trucs pour faire des visuels. Ça marche par la côté quand même aussi. C'est pas forcément que par les. Moi, je suis pas payé au poste que je publie sur. Tu vois ce que je veux dire? La communication, c'est formé pour être. À nous, on est un petit hôtel, clairement pas. Tu vois, par exemple, sur tout ce qui est gestion d'Instagram, c'est le point petit aussi sur son site. Après, c'est une question aussi d'intégrer dans le projet. Dans le projet, vous savez, alors là, c'est de la communication très large à l'échelle d'un établissement. Dans le cadre d'Agir, ce n'est pas la communication d'établissement que vous allez prendre en charge, clairement pas. Mais ça va être la communication autour des événements que vous allez organiser et autour du projet, comment est-ce que vous allez le valoriser aussi à l'échelle de votre. C'est une question d'habitude. Dès que tu as un projet avec les élèves, c'est vrai que tu prends deux, trois photos et puis de dos, bien sûr. Voilà. Et tu vois une information et puis tu fais ouais, ah ouais, voilà, ouais, c'est ça, typiquement, c'est ça. Et ça prend du temps, je suis d'accord que c'est du temps en plus. Ouais. Désolée, on va arrêter les. On pourra déjeuner aussi. Voilà. Parce que sinon, on va vraiment prendre beaucoup de retard. Donc, Bonjour à tous, moi je suis Jean-Xavier Singuilly, collègue de Fleur donc au département d'agriculture et de transition, et j'interviens sur deux sujets dans l'enseignement agricole. Le premier, c'est tout ce qui est technique d'animation et de gestion de projet. Vous avez vu ma collègue avec qui j'organise des formations. On a monté une petite méthodologie de gestion de projet en 5 dimensions. Je ne sais pas si elle vous en a parlé. Non? Oui? Ouais, bon. Donc, pilotage, financement, communication, capitalisation et évaluation, avec une boîte à outils associée. L'autre casquette, c'est le suivi, l'appui de tous les projets en lien avec la pollinisation et l'apiculture, avec des outils d'évaluation économique des services écosystémiques, de diagnostic d'exploit, et puis le réseau des CFPPA apicoles. Et donc, pour parler d'essaimage, eh ben, c'est pour ça que moi, j'ai accepté quand Fleur m'a proposé. Si on veut revenir un peu à l'essence même de ce qu'est l'essaimage, ce mot-là que le ministère nous martèle depuis
plusieurs années, hein. Il faut essaimer, essaimer. Qu'est-ce que c'est pour une colonie d'abeilles mellifères le moment de l'essaimage? Peut-être des apiculteurs dans le coin ou... Elles vont s'installer ailleurs. Il y a une deuxième reine qui est mise en route. Et ça intervient à quel moment de la vie de la colonie? C'est la reproduction, tout à fait. La colonie qui est un super organisme, en fait, a plusieurs moyens de reproduction, dont un qui est l'essaimage. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, quand la colonie s'est suffisamment développée, elle est à l'étroit dans sa cavité ou dans sa ruche, et qu'est-ce qui va se passer? On a la moitié de la population qui va s'en aller pour s'installer ailleurs. Alors, est-ce que c'est la vieille ou la nouvelle reine qui part? C'est la vieille. Donc, pour essaimer, il faut être expérimenté. Finalement, un essaimage, c'est peut-être plus une mutation d'un DEA, d'un D1 ou d'un enseignant qui va arriver quelque part en disant « Moi, je l'ai déjà fait ailleurs qu'une équipe toute neuve qui va se saisir de ces sujets. » Donc, c'est bien l'idée d'une maturité, d'un niveau de développement et ensuite de déplacement. Et finalement, tous les 2-3 ans, la colonie va réessaimer. D'où cette métaphore qui est filée autour des projets. Quelque chose qui marche bien, qui a fonctionné quelque part et qui va pouvoir aller être à l'origine d'un nouveau projet, une nouvelle dynamique ailleurs. Et je pense que c'est ça un peu l'esprit qui vous est demandé, que les bonnes choses se partagent et se développent. Donc, ça va être un axe à part entière à développer dans vos projets, si j'ai bien compris, l'essaimage. Un dernier point, quand la colonie essaime, pour l'apiculteur, c'est une année où elle ne fait pas de miel. Parce qu'en fait, ça va utiliser beaucoup de ressources d'essaimer. Donc, dans vos projets, va falloir mobiliser des moyens dédiés et du temps spécifique pour ce travail-là, parce que ça prend du temps et ça va prendre des moyens opérationnels que vous ne pourrez pas faire. Mais il y aura cette plus-value du transfert et de la communication. Et moi, je pense que dans les projets, l'essaimage, finalement, c'est à la croisée de deux des dimensions qu'on travaille en gestion de projet. On est à la croisée de la capitalisation de l'expérience et des connaissances, puisque pour pouvoir avoir des choses à montrer, à dire, à partager, il faut avoir déjà soi-même travaillé, créer de la valeur ajoutée, avoir fait des choses qui ont marché, qui vont intéresser les autres. Et on est aussi également sur la communication. Ces éléments-là qu'on aura capitalisés, il va falloir les faire connaître, les faire se déplacer. Et donc, on va utiliser des supports, des médias, des canaux. Donc, finalement, l'essaimage, c'est une communication qui s'appuie sur la capitalisation et pas uniquement une communication sur le fait de dire on existe, voilà ce qu'on fait. Et donc, je vais vous présenter juste rapidement quelques éléments qu'on apporte aux gens qui viennent se former sur la capitalisation et la communication. Sur la communication, vous avez une super présentation qui reprend presque tout ce que je vais vous dire. On va pouvoir passer. Alors, la capitalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Si on y revient, j'aime bien définir les mots. Capitaliser, c'est accumuler quelque chose. On parle du capital d'une entreprise en vue d'en tirer profit. Alors là, on n'est pas dans une entreprise, on ne va pas donner ça aux actionnaires. On est sur le capital humain du collectif de travail. Donc, capitaliser, quand on prend en compte que le projet, c'est quelque chose de spécifique, de nouveau, qui va amener une amélioration et des choses qui n'existaient pas, il faut quand même prendre le temps de faire mûrir et de valoriser tout ce travail. C'est important. Sinon, il y a toute une partie de la valeur ajoutée qu'on va perdre. Le projet, c'est aussi un gros bazar, un ensemble d'activités coordonnées, plus ou moins maîtrisées, et qui dénotent une certaine organisation qui implique une certaine coordination. Et là aussi, pouvoir donner une mémoire au projet, ne pas repartir à zéro à chaque fois qu'on fait un projet, c'est extrêmement important. La capitalisation, c'est aussi vous, avant de vous lancer, regardez s'il n'y en a pas d'autres qui ont déjà fait des trucs similaires et comment ça s'est passé. Pour éviter d'essuyer les plâtres une deuxième fois. Donc, le projet, c'est la réalisation, la production et la mise en situation. Vous savez, ça va produire des connaissances, aussi parfois chez les apprenants, hein, des expériences et ces fameux apprentissages. À la fin du projet, vous serez quand même plus aguerri et moins bête qu'avant. Et c'est ça tout l'intérêt de la démarche de projet aussi, c'est qu'on apprend. On apprend beaucoup de nos erreurs et de nos succès.
deux logiques différentes par rapport au projet dans l'enseignement agricole, hein. Le zapping amnésique, j'ai un premier projet, et puis après, je passe très rapidement sur un autre qui va me faire oublier le projet d'avant. On n'a même pas eu le temps de le finir, de toute façon, on le met sur le tapis. Le troisième projet qui vient encore dessus. Donc, puis à la fin, il nous reste que le dernier projet qu'on a fait. Les autres, il n'y a plus grand-chose. Ou alors, la progression continue. Je vais poser un premier projet. Et le deuxième, il va s'appuyer sur le premier, mais de façon un peu décalée. J'ai appris de mes erreurs, j'ai vu qu'il manquait un sujet, je vais intégrer ça, ou un public cible. Troisième projet, quatrième projet. Et là, la démarche de projet, elle est vraiment intéressante. Donc, peut-être faire moins, mais faire mieux en prenant le temps de capitaliser sur ces expériences. On va capitaliser les résultats et les connaissances, poser la question, mais qu'est-ce qui va rester dans 2 ou 3 ans? Une fois que moi, j'aurai fermé la porte du projet, qu'est-ce qui va rester? Quelles traces on va laisser? Les expériences et les compétences, répondre à la question comment s'y prendre si c'était à refaire finalement, qu'est-ce que l'on a appris? Et on peut aussi capitaliser les méthodes et les outils. Comment on s'est organisé pour travailler, pour fonctionner en équipe, quels moyens dont on avait besoin, quel processus on a mis en place. Voilà, la capitalisation, ce n'est pas uniquement le fond du travail, créer des connaissances, aussi votre expérience et votre façon de travailler. C'est en lien avec ces différentes dimensions. Pas faire de capitalisation sans communication, mais surtout sans évaluation ou pilotage. Alors, concrètement, pour la captation des résultats, il va falloir produire des supports qui soient accessibles et qui survivent au projet. Une fois que le projet est fini, il faut qu'il reste des choses. Donc, produire des rapports, des études, des comptes rendus, des vidéos, des photos, des supports de communication, des posters, des infographies, des outils techniques, des outils pédagogiques, des bases de données, des annuaires, des recensements, des supports numériques. Toutes ces choses-là vont donner une consistance, une existence au projet qui fait que quand on voudra s'y réintéresser dans quelques mois ou quelques années, on pourra se référer à tout. Numérique ou papier, c'est à vous de voir, hein, choisir le plus adapté, mais il ne faut pas négliger l'un ou l'autre des supports. Des études imprimées en papier, parfois elles ont plus de pérennité, elles vont rester dans des bibliothèques, dans des bureaux, que les choses en ligne. Et puis après, il faudra stocker tout ça et le mettre à disposition au sein de l'établissement sur l'espace numérique de travail, au CDR, voire dans les archives quand ça commence à dater. Et parfois, on déterre des projets d'il y a 5 ou 10 ans et on a des bonnes surprises qui ont déjà été faites. Dans les dossiers, vos dossiers personnels, hein, les archives, vos archives, des clés USB, du cloud. L'enseignement agricole et les acteurs des territoires ont aussi leur propre site ressources, sur le site ADT, sur le portail COP, sur le site Pollen, Profil, bref, sur tous ces éléments-là, pour que quand vous aurez été muté, que l'établissement aura revu son espace numérique de travail, ça soit stocké ailleurs et on puisse encore s'en servir. Sur la captation d'expérience, on va chercher plutôt à comprendre ce qui s'est passé, retenir des enseignements pour améliorer nos pratiques. Là, c'est un autre travail, on n'est pas sur le fond de nos activités, mais plutôt sur la forme. Et là, il va falloir collecter et analyser comment ça s'est passé. Donc, du débriefing à chaud, à froid, on vient de boucler une séquence pédagogique, on vient de boucler un TP, on vient de boucler une intervention sur un salon, comment ça s'est passé, puis ensuite, quelques semaines après, des discussions et des entretiens individuels. Ça peut être aussi de l'échange ou des ateliers en réunion. On va mettre à l'ordre du jour du comité de pilotage un point sur la capitalisation de notre dernière action. Discuter ensemble comment ça s'est passé et la prochaine fois comment on s'y retrouve. Toujours dans une logique d'apprentissage continu. L'évaluation du projet va vraiment vous servir à capitaliser parce qu'on va creuser des indicateurs qualitatifs, quantitatifs et comprendre ce qu'on a fait, les impacts que ça a eu. L'analyse de pratique, le co-développement est extrêmement aussi intéressant, forcément, pour capitaliser sur votre travail et la façon dont vous vous en saisissez. Si vous avez l'accompagnement d'un établissement national d'appui, comme c'est le cas dans votre projet Agir, je pense, ça va vous aider, bien sûr, à capitaliser. Nous, on va régulièrement vous taper sur l'épaule en vous disant, vous en êtes où, comment ça se passe, qu'est-ce qui marche, Sachant juste que, y a des choses qui sont prévues dans le cadre du projet. Donc, dans tous les cas, voilà, ce sera des choses qui seront assez bien balisées. Et puis après, libre à vous d'utiliser les outils. Tout ce travail-là d'analyse de compréhension, ensuite, il faut le formaliser et le partager.
Alors, dans vos rapports d'activité, il ne faut pas que ce soit que factuel, il faut qu'il y ait un peu d'analytique sur comment les choses se sont passées. Des comptes rendus de réunion, des résultats d'évaluation. On peut faire en fin de projet ou en fin d'action des fiches capitalisation, un recto verso, qui présentent les choses de façon à la fois factuelle, mais aussi réflexive, et qui sont assez faciles et assez accessibles, peuvent se diffuser, se partager. Faire des points en réunion d'équipe, c'est vraiment important. Témoigner, faire des retours d'expérience dans des séminaires, dans des ateliers, dans des réunions. Et ces éléments-là peuvent aller sur les mêmes sites ressources de l'enseignement agricole. Le fond et la forme vont être intéressants. Peut-être distinguer les supports de capitalisation selon que c'est la capitalisation des connaissances techniques ou pédagogiques ou de l'expérience méthodologique, gestion de projet, travail en collectif. Voilà pour la capitalisation. Une fois que vous aurez identifié, formalisé la substantifique moelle intéressante qui vaut le coup d'être partagée pour initier de nouveaux projets, il faudra rentrer dans une phase de communication. Alors, communication, il reste combien de temps? Il reste 10 minutes. Un outil essentiel de la communication, vous ne ferez rien si vous n'avez pas d'annuaire du projet et du territoire. Donc, des structures, mais surtout des noms. Le projet, c'est une dynamique relationnelle et humaine. Il ne vous faut pas, pour la Chambre d'agriculture ou tel institut technique, le numéro et le mail du standard à l'accueil. Je ne sais pas si vous avez déjà envoyé un mail à l'accueil de vos établissements, mais parfois, ça ne vous touche pas. Donc, il faut vraiment identifier les personnes, voir quelles sont les fonctions, pouvoir faire un peu d'analyse thématique, cibler les envois, des adresses mail, des adresses postales, ça peut toujours servir, et puis du téléphone. Ça, vous allez devoir l'avoir pour l'équipe projet. Vous pouvez aussi le faire pour le comité de pilotage, toucher l'ensemble des coordonnées-filières en quelques clics, c'est important. Le personnel de l'établissement, peut-être que ça existe déjà. Donc, ça, vous voyez quand même. Les autres, vous allez peut-être devoir vous les faire. Hein. Pour les partenaires et les acteurs du territoire, vous pouvez récupérer les fichiers existants dans l'établissement, mais vous allez forcément le compléter, l'actualiser. Des contacts aussi au niveau de la presse locale et des professionnels. Et ça, c'est un vrai trésor de guerre. Tous les organismes ne le partagent pas. Parfois, on va vous dire, ben, moi, je veux bien relayer dans mes listes, mais je ne vous donnerai pas mon fichier. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser le bâton relais. Oui. On a ce type de liste et tout, on travaille avec ça, mais la vraie question se pose sur la RGPD. Quand on a des listes et quand on doit compléter. C'est-à-dire que quand ces listes-là, elles viennent par exemple de faire une inscription sur un premier événement, sur lequel ça va. Vous devez mettre en place toute la démarche d'information des publics, des personnes concernées, le document qui est en base. Vous devez gérer la base aussi de façon confidentielle, la protéger. C'est du travail en plus si on veut bosser correctement. Ouais. Vous arrivez à le mettre en place ou vous êtes coincé Je crois qu'on n'a pas le droit de les garder. On est obligé de les effacer ou vous n'avez pas le temps. Il faut définir l'usage et recueillir le consentement par rapport à un usage bien défini. Ouais. Je vois que vous ne le faites pas du coup ça. Moi, et malheureusement, ouais, non, ça ne fait pas. Mais ça montre aussi que ben, c'est un vrai travail à formaliser si on veut aller jusqu'au bout de la démarche qualité. Alors, ben, les classiques, hein, pour communiquer, organiser des événements, ça crée le moment, l'événement, c'est toujours sympa, c'est vivant, on se retrouve, il y a du relationnel. Ça peut être des réunions de présentation du projet, en interne ou en externe, des journées de démonstration, où là, on va être plutôt sur des choses pratiques, techniques, un peu comme des visites. On peut aussi faire des choses du genre des signatures officielles de convention ou de lancement de projet. Il y a un partenariat qui s'établit avec un acteur du territoire. Là, on va formaliser tout ça avec les deux directeurs qui vont se retrouver pour signer, puis nous, on va partager avec les partenaires. Ça peut être des choses plus ludiques, hein, des projections de films, suivi de conférences et de débats, des expositions, des concours, des défis, des open badges. Ça marche de plus en plus pour renouveler un peu l'intérêt sur les publics jeunes autour de nos événements, qui sont à chaque fois des moyens de communiquer, de faire passer des messages, d'expliquer ce qu'on fait. La signature de convention, ça, tout à l'heure, on a évoqué que ça a évolué et qu'il fallait rester à la page. Est-ce qu'en 2026, c'est encore des trucs
vraiment. Ça peut paraître un peu vieux jeu, mais parfois, quand ça fait Des deux directeurs, j'ai pas l'impression que sur les publics cibles qu'on a, on a un truc qui soit vraiment accrocheur. peut-être pas pour la convention de financement Agir, je veux dire, mais quand ça fait 3-4 ans qu'on travaille avec un partenaire pour enfin réussir à formaliser une action commune, bon bah là, ça vaut le coup de capitaliser sur ce qu'on a investi en relations publiques, quoi. Mais pour le lancement de votre projet, c'est peut-être pas ça qui est. On a trouvé le format le plus intéressant. Les interventions lors des événements. Vous profitez d'un événement pour faire connaître le projet. Donc, la technique du coup poussez-nous, c'est super, vous n'avez pas à organiser l'événement, la logistique, la com. Vous allez chez des gens qui ont déjà organisé ça. Ça se travaille avec eux, hein, mais ça peut être dans les journées portes ouvertes. Les apprenants présentent les résultats du projet PIC. Au final de votre établissement, vous présentez le projet de conversion à la bio de la ferme, ou dans un séminaire national à la bergerie, vous présentez lors du forum un poster sur ce que vous avez fait. La technique du coup, poussez-nous, après le bâton relais sur les listes de diffusion. Produire des supports, on les a vus tout à l'heure, des affiches, des posters, des pliants, plaquettes et brochures. Le papier a quand même encore un peu d'avenir à maîtriser. Il ne faut pas que ça en imprime trop et que ça finisse par créer des armoires. Il faut penser à le diffuser, mais c'est important. Aujourd'hui, beaucoup de choses passent par des communications infographiques. On va allier le texte à la schématisation, aux couleurs, papier numérique, la vente, les vêtements et les objets promotionnels. Chacun transforme un peu en PLV, en publicité sur le vente, mais c'est aussi un esprit de corps, ça marque. Vous avez peut-être des vieux t-shirts de vieux projets, de vieux voyages d'études, ce genre de choses. Des posters aussi qui restent dans les bureaux. Hein. On arrive parfois dans les salles de classe, des posters, des affiches, ça laisse des traces. Avoir des articles dans la presse, c'est pas forcément vous qui allez rédiger l'article, ça peut être le journaliste, mais il faudra l'intéresser au projet. Donc, on fera un communiqué de presse pour leur dire et pensez à venir voir, nous, on fait quelque chose d'intéressant. Et différents types de presse. Ils vont jusqu'aux journaux d'apprenants si vous en avez dans votre établissement. Mettre en ligne du contenu, bon, on l'a suffisamment dit tout à l'heure, hein, sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, avec des vraies questions sur les autorisations sur les plateformes, la modération, l'actualisation. Si vous ouvrez un compte Facebook et qu'il y a un post par mois, vous n'aurez pas une dynamique similaire à la leur. Réaliser des vidéos par les apprenants dans le cadre de travaux pédagogiques, par les enseignants, s'il y en a qui maîtrisent un peu ça, par des professionnels, si on a du budget, on va avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus propre. Vous avez aussi parfois des télés locales qui peuvent s'intéresser et venir voir chez vous ce que vous faites. Et pour finir, toutes vos actions de communication, elles ne doivent pas partir dans tous les sens et elles doivent s'articuler en ce qu'on appelle un plan de communication. À chaque fois, on a un objectif précis, un public cible, un message clé, une date. Ça va arriver à un certain moment dans le projet, avant quelque chose, après quelque chose d'autre. Un support de communication et un canal de diffusion. Et il y a un chaînage logique dans tout ça. À la fois sur ce volet, selon le public cible, j'aurai un message particulier et un support adapté. Et puis, un chaînage aussi dans la logique du projet. Là, vous voyez, c'est des visites d'exploitation avec des bacs pro. On va commencer par présenter le projet aux enseignants de la filière. Ensuite, on va annoncer le projet aux parents d'élèves. On ne dira pas la même chose. Hein. Ensuite, on va valoriser le projet au niveau institutionnel pour montrer l'image d'un établissement dynamique et ancré dans son territoire. Là, ça va se faire vis-à-vis des membres du CA. Et après, on va valoriser le projet au niveau du grand public. Et là, ça sera auprès de la communauté Instagram. Donc, un vrai travail à s'organiser. C'est des tableaux qui ressemblent un peu à ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, ça, c'est un outil, le plan de communication, que je vais vous laisser. Et je vous en laisse un autre qui est la trame de capitalisation de projet, et un peu ce que pourrait être l'ordre du jour finalement d'une réunion sur la capitalisation. Et je vous l'ai passé. Ou alors une fiche qui présenterait le projet à mi-parcours ou en bout de. Merci beaucoup, Jean-Valérie. Est-ce qu'il y a une question pour Jean-Xavier avant qu'on passe à la prochaine On aura un temps d'échange après sur les actions de communication.
On envoie des mails, là, c'était abordé. Il y a un outil régalien, sympa, qui passe en nouvelle. Enfin, sympa, c'est le nom de l'outil. Oui, oui. Qui passe en nouvelle version. Il y a des webinaires en ce moment justement pour gérer bien le RGPD, l'enregistrement de qui reçoit, pour que les gens puissent se désinscrire. C'est des vrais outils de gestion de données. Pour arrêter les envois de mails en CC, passer à ces outils-là. Et là, ça nous permet de sécuriser. Il s'appelle Sympa. Sympa, ouais. SYMPA. C'est un outil du ministère, donc voilà, On y accède par. on y accède en direct sur le serveur Sympa. Je pourrais vous donner l'adresse. Ouais, je pourrais vous donner l'adresse. Merci pour cette précision. Je vous propose qu'on enchaîne. Notre prochaine intervenante est Aurélie Cardona. Donc, Aurélie Cardona est sociologue et elle collabore régulièrement avec la Bergerie nationale depuis quelques années maintenant. Et donc, elle va nous parler d'un travail de recherche sur l'utilisation des réseaux sociaux par les agriculteurs. Pour agir, c'est intéressant du point de vue de l'essaimage parce que ça va nous permettre de nous donner des repères sur ce qui peut toucher les agriculteurs et notamment parce que vous allez travailler aussi avec des collectifs d'agriculteurs en termes de communication. Donc Aurélie, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors juste Fleur, je peux pas partager parce qu'il y a le partage de votre PowerPoint en fait, donc je peux pas partager. Vas-y, je te laisse partager. Voilà. Eh ben voilà, super. Non, toujours pareil. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, ouais. Ben, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, je vais passer mon PowerPoint. Si j'y arrive. Hop. Hop. C'est bon, vous voyez bien le PowerPoint là? Il n'est pas en mode diaporama? Oui, Ah. c'est bon. C'est bon. C'est bon là? Ah, super. Oui, donc comme l'a dit Fleur, donc moi je suis sociologue à l'INRAE d'Avignon, à l'unité éco-développement, et je travaille sur, on va dire, le partage de connaissances pour accompagner les transitions agroécologiques, et je m'intéresse en particulier à on va dire, des dispositifs, des artefacts, des objets qui favorise l'interaction et les apprentissages surtout entre des personnes aux métiers différents ou qui sont situés, qui sont pas situés dans les mêmes lieux pour accompagner la transition agroécologique. Donc j'ai pas mal travaillé par exemple sur des expérimentations agronomiques à INRAE qui sont conçus et évalués à la fois par des chercheurs, des agriculteurs, des conseillers, comme en fait des objets donc intermédiaires pour favoriser le partage de connaissances, les apprentissages entre tous ces acteurs pour accompagner les transitions. Et donc c'est avec cet objectif-là que j'ai commencé à m'intéresser aux médias sociaux comme un outil, un objet permettant aussi de favoriser les apprentissages. Du coup, vous voyez, il y a évidemment l'aspect communication qui est là dans mon travail, mais moi, ce qui m'intéresse dans les médias sociaux, c'est vraiment comment ça peut être un objet, un support d'apprentissage qui fasse du lien entre des acteurs différents. Donc, voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui là, c'est un petit état des connaissances en fait sur depuis 5-6 ans sur un peu de la manière dont les agriculteurs utilisent les médias sociaux. Voilà, soit à partir d'enquêtes auxquelles j'ai participé, soit à partir de d'autres travaux en sciences sociales qui ont été publiés ces dernières années. C'est un objet assez récent d'études. Donc là, c'est vraiment sur comment les agriculteurs utilisent ces espaces et ce que j'ai essayé de produire là ces derniers mois, c'est un peu de montrer comment finalement la manière dont les agriculteurs utilisent les médias sociaux, c'est aussi lié à des processus de construction ou d'affirmation d'identité professionnelle. Voilà, on va voir ça dans le cours de la présentation. Là, ça n'avance pas. C'est embêtant. Voilà. Donc bon, je vous apprends rien, hein. Évidemment, aujourd'hui, les médias sociaux, c'est des outils incontournables pour les agriculteurs, les agricultrices. Et en fait, c'est des outils qui viennent s'ajouter à leurs moyens d'information, à leur manière d'interagir classique, quoi. Et donc moi, là,
dans ce dont je vais vous parler, je vais surtout, en termes de médias sociaux, je vais me concentrer sur l'usage de WhatsApp, Facebook et YouTube. Même si voilà, je parlerai peut-être un tout petit peu de X, Twitter, et puis peut-être aussi ce que je peux vous dire, c'est que auparavant il y a eu il y a quelques années voilà beaucoup d'usages autour de forums en ligne. Bah, c'est un usage qui a pas mal diminué chez les agriculteurs. C'était plutôt voilà au cours du début des années 2000-2010. Mais alors voilà, je vous le mentionne quand même parce que c'est quelque chose, le format du forum qu'on voit réapparaître un peu différemment avec les plateformes Discord. Donc voilà, voilà, je vous fais un peu, c'est un peu l'état des lieux des plateformes, mais moi je vais surtout vous parler de YouTube, WhatsApp et Facebook. Donc là, juste pour un exemple, hein, donc là, pour vous dire que bah, c'est bien un outil incontournable, c'est que là, bon, c'est une petite enquête qu'on avait fait en 2023 sur le développement des couverts végétaux en viticulture et en maraîchage. Donc en région PACA, là, dans le département du Bouches-du-Rhône et en 84, dans le Vaucluse. Donc voilà, quand on interroge un peu les agriculteurs agricultrices sur comment ils s'informent, quelles sont les sources d'informations citées dans nos entretiens, bah, vous voyez qu'en fait les médias sociaux en fait sont là très vite en fait. Donc la première source d'information c'est les autres agriculteurs et puis deuxième c'est WhatsApp. Donc c'est pas étonnant puisque WhatsApp est souvent le support en fait pour être en lien avec d'autres agriculteurs. Les conseillers animateurs viennent en troisième position. Ensuite, on a Google, Facebook et YouTube. Et donc, vous voyez, donc on est, enfin voilà, c'est aussi moi ce qui m'a conduit dans mon travail en m'intéressant aux apprentissages dans les transitions à être un peu obligé de considérer en fait ces plateformes et ces médias sociaux dans le rôle qu'ils pouvaient jouer voilà, dans les apprentissages. Autre petit graphique, donc issu de la même enquête. Donc là, quand on demande voilà, à nos enquêtés comment ils obtiennent des informations dans nos entretiens, bah voilà, les occurrences auxquelles ils mentionnent en fait différents formats d'obtention d'informations. Donc le premier, c'est l'échange en présentiel. Donc voilà, il reste quand même important, mais juste derrière, on a les médias sociaux. Et donc là, on a agrégé, c'était WhatsApp, Facebook et YouTube. Donc voilà, juste pour vous illustrer ça. Et ces résultats là d'une petite enquête, ils sont tout à fait convergents en fait avec ce qu'on peut voir dans des enquêtes nationales. Donc là, c'est une enquête, l'enquête AgriNote réalisée en 2024. Donc où bah, on voit que voilà l'enquête donc 51% des agriculteurs possèdent un compte actif sur des sujets agricoles. Et donc, on voit apparaître en premier WhatsApp, Facebook, YouTube. Voilà. Alors, évidemment, il y a aussi leurs usages personnels, mais on voit que l'usage pour les sujets agricoles est bien présent. Et donc, pour ce qui les intéresse, en fait, sur les médias sociaux, donc, finalement, on retrouve, vous voyez, par rapport à l'enquête où enfin, la petite enquête dont je vous ai parlé juste avant, les premiers objets ou informations qui suivent sur les médias sociaux, bah, c'est d'autres agriculteurs. Voilà. Et ensuite, c'est les organismes professionnels, voilà, chambres, instituts techniques, syndicats. Et ensuite, voilà, ça va vers les constructeurs de matériel, la presse agricole, les distributeurs, les fabricants d'intrants. Voilà. Donc on voit que ça c'est juste un petit démarrage pour vous montrer que bah voilà on est obligé aujourd'hui enfin voilà on considère que vraiment c'est vraiment une source d'information, un lieu d'échange d'expérience, voilà. Donc ce que je voulais vous montrer juste dans cette présentation, c'est que les usages finalement des médias sociaux, à mon sens, ça peut être intéressant de les penser comme liés en fait à des processus de construction, d'affirmation des identités professionnelles agricoles. Alors je mets des identités professionnelles agricoles parce que bah voilà, il peut y avoir plusieurs identités professionnelles agricoles, on peut avoir plusieurs valeurs, plusieurs normes voilà au sein du métier et qu'il y a les différents usages, la présence en fait sur certains groupes, le choix des médias va être lié en fait à des identités dans lesquelles on se reconnaît plus ou moins. Donc je vais vous éclairer ça un peu de quatre manières différentes. Donc peut-être
juste pour en parler quand même si c'est pas moi au cœur de mes objets. Donc l'usage des médias sociaux, il est un des usages qui existe, c'est pour faire la promotion de son exploitation. Alors ça peut être juste la promotion au sens de communiquer, mettre en visibilité, mais ça peut être aussi pour faire la promotion commerciale. En général, voilà, ça va être plutôt ça. Et là, ça va être surtout le fait, en fait, d'exploitation qui sont en circuit court et vente directe. Donc là, dans l'enquête générale réalisée en 2024, on voit que finalement, l'usage pour commercialiser les produits et services de votre exploitation, alors vous voyez peut-être pas parce que c'est sûrement tout petit, c'est l'avant-dernière barre, donc ça ne concerne que 24% des agriculteurs. Donc cette enquête, elle a surtout rassemblé des agriculteurs qui étaient en polyculture élevage et en céréaliculture. Donc voilà, donc pas étonnant que finalement la commercialisation des produits et les services de votre exploitation ne soit pas très haut dans le graphique. Mais d'autres travaux en fait dans la littérature montrent qu'effectivement, de toute façon, ce sont surtout les agriculteurs en circuit court en fait qui forcément utilisent les réseaux sociaux pour faire la promotion de leur exploitation. Alors ça peut être en vue de la commercialisation, mais ça peut être aussi pour valoriser des labels de qualité, voilà. Mais en général, c'est lié derrière à des liens à des consommateurs, à un ancrage sur le territoire direct, notamment avec des liens de commercialisation. Donc voilà, donc là un premier effet de l'identité professionnelle, c'est-à-dire que ça regroupe en fait un certain type d'agriculteur qui va l'utiliser en vue de la promotion, de la commercialisation de sa ferme pour faire une vitrine. Ça va être plutôt ceux qui sont en contact direct avec des consommateurs. Ensuite, un autre usage qui est vraiment quand même très 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 présent, c'est le fait de chercher des informations, de s'informer, de se former. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il s'agit pas de se former ou de s'informer juste, d'accueillir un flux d'informations qui peut être assez important. Vous vous en doutez. Il y a aussi tout un travail de la part des agriculteurs en fait de mise en comparaison et de fiabilisation des informations. En tant que professionnel, alors là, je reprends leurs mots entre guillemets, au sens où ce travail de mise en comparaison, de fiabilisation, il renvoie tout le temps à l'idée de se segmenter en tant que professionnel, d'assumer une expertise professionnelle et notamment le fait d'être sur une exploitation à visée commerciale. Alors je m'explique, c'est-à-dire que de nombreux retours qu'on a pu avoir des agriculteurs, c'est que finalement on trouve tout un tas d'informations sur Internet, mais parfois on ne sait pas toujours d'où viennent ces informations. Est-ce que ce sont des agriculteurs, voilà, des exploitations commerciales, à visée commerciale, ou est-ce que ce sont plutôt ça peut être voilà, des gens qui sont pas forcément avec des visées commerciales très explicites, ou peut-être que ce sont encore des porteurs de projets. Et donc il y a tout un travail en fait, donc il y a tout un travail de mise en comparaison, de choix d'informations. Donc que ça soit pour s'informer au niveau technique, avoir des retours d'expérience, par exemple avant de faire un achat ou une expérimentation, et c'est aussi se former, mais avec un choix très, on va dire quand même, une vraie réflexion sur le choix des informations, puisque finalement, on se rend compte en creusant un peu la question que donc l'enquête toujours à Green Note là le montre. Notre population d'agriculteurs et d'agricultrices a une confiance finalement limitée dans les informations issues des médias sociaux. Donc, il y a tout ce travail en fait de mise en comparaison à faire parce que les expériences peuvent être de nature très différente. Donc, je l'ai dit au niveau économique, mais au niveau aussi des conditions pédoclimatiques, voilà. Parce qu'il peut y avoir une sensation de trop d'informations. Et là, sur ces questions-là, on voit notamment apparaître dans les entretiens l'importance du rôle de l'animateur ou du conseiller pour arriver à trier ces informations. On a plusieurs agriculteurs qui nous ont dit comme ça que c'était aussi le travail peut-être des conseillers, des animateurs, de trier, synthétiser ces informations. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est, et ça peut être intéressant pour vos actions d'essaimage, c'est la segmentation de certains médias sociaux entre des groupes voilà,
classiques, enfin d'information sur des questions agricoles, et des groupes dits pro. Donc le plus ancien, ça a été l'apparition, enfin que nous on a noté assez tôt, en tout cas, ça a été l'apparition du groupe MSV Pro, donc maraîchage sur sol vivant pro, avec la volonté justement de se distinguer de gens qui voilà voulaient s'essayer à un maraîchage sur sol vivant, mais peut-être voilà des porteurs de projets ou tout simplement en fait peut-être des jardiniers, voilà. Et puis mais avec du coup des informations qui circulaient qui n'étaient pas forcément adaptées à des exploitations à visée commerciale. Et donc on voit cette segmentation de l'espace avec des groupes dits pro qui apparaît à plusieurs endroits en fait dans les médias sociaux. Donc ça peut être à prendre en compte dans la manière dont on veut essaimer des informations si on veut s'adresser voilà directement à des agriculteurs. Donc voilà, donc vous voyez à ce travail en fait de mise en comparaison, de fiabilisation des informations qui vise à faire exister une identité professionnelle ici, au sens de professionnel, quoi, de professionnel de l'agriculture. Un autre point, troisième point que je voulais aborder avec vous, vous vous en doutez, c'est voilà, ça découle de ce qui précède, c'est ces médias sociaux, ils sont des lieux d'échange entre pairs et aussi de renforcement de l'identité professionnelle, des identités professionnelles. Donc parce que ce sont des lieux d'entraide, d'organisation logistique collective, on se tient au courant des événements, donc par exemple qui peuvent se passer voilà dans l'établissement d'enseignement agricole, mais aussi on prend des nouvelles et on poursuit en fait les amitiés ou les liens familiaux en dehors des réunions ou des rencontres en présentiel. Donc ça, c'est des choses qui commencent à être pas mal documentées. Et on voit, on arrive vraiment maintenant là, enfin voilà, le constat il est vraiment posé que les médias sociaux peuvent vraiment, et notamment c'est le cas des groupes WhatsApp fermés entre agriculteurs, enfin voilà, qui peuvent vraiment jouer un rôle de soutien émotionnel et de réassurance en fait dans la conduite des exploitations. Donc là, vous voyez, il n'y a pas que l'aspect je m'informe, je recueille des expériences, il y a aussi tout cet aspect voilà de soutien, d'encouragement qui peut être important, surtout dans un contexte d'isolement de certains agriculteurs. Et donc, pourquoi je le réfère à des questions d'identité professionnelle, c'est que à travers ces processus-là, ils peuvent jouer en fait un rôle dans le renouvellement des valeurs et des normes professionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'on a des travaux qui ont montré que, par exemple, dans le courant de transition agroécologique, donc de changement de pratique, ces lieux-là, en fait, peuvent être une manière en fait d'échanger sur les nouvelles valeurs, de reposer ces valeurs, de réexpliciter les valeurs de ce que c'est, par exemple, une exploitation en agriculture biologique, quelles sont les normes professionnelles, etc. Et que ces groupes-là, en fait, ils peuvent contribuer à ça. Alors là, je parle de transition agroécologique, mais ça peut être aussi le cas pour le fait d'assumer certaines pratiques. Et donc, par exemple, on a au sein de la communauté des agri-youtubeurs, on a des travaux là, on a pu identifier le fait que finalement la pratique de l'usage des pesticides aussi, elle avait aussi besoin d'être partagée pour être assumée et quelque part défendue. Et donc il y a aussi d'autres formes d'identité qui se construisent autour de cet usage pour en assumer l'usage, assumer des fois les tensions que ça peut créer avec le voisinage, etc. Et donc, on peut avoir un renforcement là qui se fait et qui permet d'asseoir en fait son identité. Enfin, si j'arrive à la fin de mon temps, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que ces médias sociaux, ce sont aussi des espaces de représentation de la profession. Alors parfois un petit peu à la croisée à la frontière entre des dimensions politiques et des dimensions marchandes. Et là, je voulais vous illustrer ça avec en particulier la communauté des agri-youtubeurs sur laquelle j'ai encadré une thèse, la thèse de Louis Régnier, là, qui s'est terminée là, en décembre dernier. Donc, qui a travaillé pendant plusieurs années sur cette communauté, qui a suivi son émergence. Et donc, je voulais juste faire un petit point sur un peu des fois la frontière qu'il peut y avoir entre les
le fait qu'il peut y avoir des dimensions politiques, il y a des choses, il y a des informations techniques dans ces vidéos, mais il y a aussi des enjeux politiques et voire des dimensions marchandes qui, à mon sens, il faut pouvoir prendre en compte. Donc, c'est une communauté qui émerge au début des années 2010, assez spontanément. Et c'est une communauté qui, au départ, a pu être analysée comme voilà, une volonté de prise de parole. L'enjeu de ces personnes-là, c'était d'ailleurs de faire connaître le métier du monde agricole, d'en montrer le quotidien, etc. Et ça a pu être analysé comme une prise de parole spontanée, comme une forme justement de prise de parole sans intermédiaire, en fait, avec voilà, ces vidéos face caméra, pour représenter la profession. Sauf que il faut savoir que quand même, dans la suite de cette émergence qui était voilà, sûrement spontanée, enfin véritablement spontanée, il y a eu en fait une structuration un petit peu de ces prises de parole avec notamment la structuration de l'association Agri Demain, coordonnée par phare, pour former des agriculteurs ambassadeurs, investissant YouTube et Twitter. Donc ça veut dire qu'il y a une partie en fait de ces agriculteurs qui ont été formés, qui ont été voilà dans l'idée de développer une communication positive en réaction à l'agribashing. Donc il y a eu vraiment alors ça concerne pas tous les agriculteurs, les agri-youtubeurs, c'est à divers degrés évidemment, vous vous en doutez, voilà, c'est pas. Mais il y a eu en tout cas un mouvement pour finalement s'appuyer sur cette première communauté qui a émergé. Qui a du coup qui peut être utilisé avec notamment voilà avec des enjeux politiques derrière qui peuvent être clairement affichés alors vis-à-vis desquels certains agriculteurs se détachent ou pas, mais voilà c'est quelque chose à avoir en tête, c'est que c'est quand même une communication aujourd'hui qui a pu être assez on va dire télécommandée quoi. Aujourd'hui, donc cet effet-là, à mon sens, il est d'autant plus augmenté avec des effets politiques assez ambigus du fait de rémunération croissante en fait de certains agri-youtubeurs et notamment de la part de commanditaires, notamment de l'agroalimentaire, etc., qui en fait font appel à donc on peut parler maintenant aujourd'hui d'agri-influenceurs, notamment pour venir sur des salons, etc., avec des messages apportés, en fait, qui sont clairement commandés par des agences de communication de certains groupes agroalimentaires. Donc, je détaille pas plus là, mais je viens d'écrire un papier là un petit peu pour expliciter ça, mais voilà. Donc ça, je voulais juste vous dire, pareil, on voit ici le jeu des identités professionnelles qui peuvent se jouer en fait dans ces espaces-là, avec du coup des supports en fait qui sont utilisés à des fins de communication, notamment politique. Et donc pour finir, donc juste pour conclure, voilà, donc ce que je voulais juste, ce dont je voulais vous faire part, c'est que voilà, les médias sociaux, forcément, un espace complètement investi par les agriculteurs et les agricultrices. Qui s'inscrit dans des dynamiques de construction et de renforcement des identités professionnelles agricoles. Et ce que je voulais vous dire, et peut-être que j'aurai l'occasion de vous repartager ça dans le courant du projet, c'est que là, nous, on a donc en plus un peu de cet état des lieux, de comprendre comment aujourd'hui les médias sociaux sont utilisés. On a des travaux en cours pour accompagner notamment l'utilisation des médias sociaux par les conseillers animateurs pour accompagner les transitions agroécologiques. Et donc, on réfléchit on travaille là notamment à essayer de voir comment ces outils-là peuvent être utilisés pour favoriser les apprentissages. Voilà, et je m'arrête là. Merci beaucoup, Aurélie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voulais juste savoir Attends une seconde. ce que ça signifiait phare sur l'avant-dernière, le réseau phare. Ah oui, alors c'est l'ancien phare, c'est l'UEPP, donc c'est l'Union de protection des plantes. Donc c'est l'industrie en fait pharmautique en fait, hein, donc c'est une association qui a quand même été qui est en tout cas, de point de vue de sociologue, ça nous interpelle toujours, voilà, quand une association est créée, voilà, pour faire une communication positive sur l'agriculture, et quand l'association, elle est montée par l'union, enfin, l'ex-union industrielle de la production des plantes, on se dit, bon, qu'il y a forcément une visée politique derrière ce genre d'action. Après, voilà, à prendre comme un fait, hein, j'ai pas de jugement là-dessus, mais c'est juste des choses à garder en tête, quoi.
Dans, dans ce que vous avez étudié, comment les agriculteurs réagissent aux communications, notamment sur les réseaux sociaux, de ce que eux qualifieraient des institutionnels, donc ce qui va provenir du ministère de l'Agriculture, de groupes comme les nôtres, de lycées agricoles, etc. Alors, Est-ce que les messages sont perçus positivement? Est-ce qu'ils s'inscrivent en contradiction? Est-ce qu'il y a une diffusion? Est-ce que parfois ça peut être contre-productif? ouais. Sur l'aspect Euh, réduction, j'entends. Ouais, alors non, en général, c'est plutôt bien reçu. En fait, c'est vraiment des sources d'informations qui sont accessibles facilement. Donc, on va dire que les informations sont consultées après et qui sont, enfin, on n'a pas de, nous dans les différents entretiens qu'on a eus, on n'a pas de critique en fait envers des informations qui relèveraient d'acteurs institutionnels. Enfin, c'est plutôt des ressources à disposition, etc., qui sont là en fait et qui sont accessibles. Donc, c'est toujours bienvenu. Par contre, comme je disais, ce qui est compliqué, c'est plutôt à gérer la profusion. Parce que vous vous doutez que bien que les acteurs institutionnels, il y en a plein. Enfin voilà, si on prend ne serait-ce que voilà, les informations des lycées, les informations des cofito, etc. Et la question, et à mon avis, qui sera vraiment un enjeu à traiter là pour les années à venir, c'est comment un agriculteur, en fait, il fait une synthèse en fait de cette diversité d'informations qu'il a à disposition, alors que bon bah voilà, lui à son quotidien, il est pris dans la gestion de son exploitation. Et donc là, il y a vraiment pour moi un enjeu qui serait à travailler, hein, de se dire qui fait cette synthèse, comment parce que enfin ça c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans les entretiens. Ils me disent non, moi j'ai pas le temps de faire presque de la bibliographie puis de mettre. Enfin je le fais, mais vous voyez bien que c'est des choses qui se font un peu dans le flux. Donc ils nous en parlent, ils disent qu'ils le font, mais ils se sentent un peu débordés par la quantité d'informations qu'il y a. Voilà. Donc, moi, j'ai une remarque et une question. La première remarque, c'est que en tant que DEA, je suis dans les groupes WhatsApp d'agriculteurs, puisque je fais partie du groupe d'agriculteurs. Donc, je suis personnellement très, très mal à l'aise pour répondre par moment. Donc, je m'abstiens toujours de répondre parce que voilà, je veille absolument à être neutre. Ça, c'est la première remarque. Et la question, c'était, on a une jeune, on vient de recruter une jeune sur la ferme qui est assez active sur les réseaux sociaux, euh, que je canalise pour l'instant. Mais elle m'a posé une question et je voudrais avoir votre avis sur. Enfin, moi, je ne sais pas du tout, enfin, j'y connais rien et voilà, je suis pas très douée. Elle m'a montré l'autre jour quelque chose. Les jeunes entre eux là, ils font des vidéos en live en fait, Mhm. ce qu'ils sont en train de faire. Et elle m'a demandé si elle pouvait faire ça sur la ferme. Alors, première réflexe, je lui ai dit que fallait que je parle à la direction, évidemment. Mais vous en pensez quoi, vous? Ça sert à quoi? Parce que je me disais, euh, la peur que j'ai, en fait, c'est de véhiculer une fausse information, une information qui pourrait nous desservir, en fait. Déjà, un. Et deux, je me dis, bah, si le format est court et ponctuel, peut-être que ça peut aller. Genre, en fait, ce qu'elle me disait, on pourrait faire un live sur la mise bas d'une brebis, par exemple. Et même ça, je me disais, est-ce que ça peut pas être détourné à contre nous, quoi? Oui, donc il y a deux questions. C'est à quoi ça sert et est-ce que ça peut être détourné? Alors, à quoi ça sert? Alors, effectivement, c'est une pratique hyper répandue. À quoi ça sert? C'est que ça permet vraiment de l'interaction en direct. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends le cas des agri-youtubeurs, donc ils font des vidéos, il y a des commentaires qui postent, ok? Il y a des commentaires en dessous. Après, ils répondent en fait aux commentaires. Il peut y avoir des questions, des demandes de précision, etc. Sachant que le public des agriculteurs, c'est principalement en fait du public agricole, quand bien même leur intention initiale c'était de toucher le grand public. En fait, leur vrai public, en fait, c'est plutôt du public agricole, plutôt jeune, vous en doutez, mais pas que. Et en fait, ce que permet le live, c'est de répondre en fait à ces questions en live, c'est-à-dire que ça permet de répondre aux questions en direct. Forcément, ça permet aussi de créer une proximité. En fait, ce lien de proximité là sur les réseaux sociaux, c'est aussi ce qui est recherché en fait par le public. Euh,
parce que c'est ce qui va permettre d'accrocher. Donc, moi, j'aurais envie de dire, dans une perspective de communication, par exemple, d'un lycée, ça peut être des choses à envisager, parce que c'est ce qui va accrocher le public, c'est le fait d'avoir quelque chose qui s'approche d'une interaction, de rentrer un peu dans, voilà, on va utiliser ces mots-là, mais dans l'intimité, en fait, de la personne, de ce qu'elle vit, et ça, c'est ce qui va être accrocheur sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, le live, il permet ça. Alors, évidemment, on peut avoir la question du détournement ou de l'usage qui peut en être fait. J'ai envie de dire c'est un peu inhérent à tout ce qu'on va poster en fait, dans tout ce qu'on va faire et qu'on va rendre public en fait, hein, à n'importe quel. Enfin, ça peut être l'objet de malheureusement n'importe quoi. Euh, Par contre, ce que font beaucoup et donc il va sûrement forcément y avoir des critiques. Enfin, je crois pas qu'on connaisse, nous, quand on a travaillé là, quand Louis Régnier, que j'ai encadré en thèse, a travaillé sur les vidéos, il a analysé des centaines de vidéos. Il y a toujours des critiques négatives, en fait. Ça fait partie, enfin voilà, c'est là, quoi. Ça fait partie du jeu, presque. Mais oui, la manière qu'ont en tout cas de s'en sortir, par exemple les agri-youtubeurs, quand ils font ça, c'est de toujours revenir sur je ne prétends pas diffuser une pratique qui va être valable pour tous. J'en reviens à ce que je suis en train de vivre là, et c'est valable ici dans ma situation particulière. Donc peut-être moi ce que je dirais c'est que ça peut être une option intéressante en fait pour attirer du public, etc. Mais peut-être avec cette précaution, ouais, voilà, cette précaution à se dire, bah, ce que je vous montre là, c'est valable ici, dans le lycée agricole, à ce jour-là, etc. Et donc, qui fait aussi que ça, voilà, et de le dire explicitement, en fait, voilà, que peut-être ça passerait autrement ailleurs, voilà. Et c'est souvent ce qui leur permet, en fait, de se dédouaner, voilà, en disant toujours, bah, mais bon, ce que je présente est valable ici, chez moi, pour moi, je prétends pas que c'est valable ailleurs, etc. Est-ce qu'il y a une dernière question? Une dernière question? Bon. Je voulais savoir si, dans le cadre du projet, ça pouvait être judicieux dans le choix des acteurs du territoire, les agriculteurs, bah, pourquoi pas, si on a la possibilité de sélectionner quelqu'un qui est comme ça, qui communique sur les réseaux, ou ça peut être risqué, par exemple, politiquement. Euh, à la fois, ça peut être intéressant et à la fois, ça dépend de la relation que vous arrivez à créer avec lui, parce que voilà, qu'est-ce qui diffusera en fait sur les réseaux, quoi. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est sûr que ça peut permettre de toucher du public, voilà. Après, à nouveau, c'est voilà, on pourrait pas contrôler tout ce qui sera fait par cette personne, ce qui sera dit, voilà. Donc c'est un peu, voilà, c'est des risques à assumer ou pas, quoi. Mais c'est sûr que aujourd'hui, ces vidéos, enfin voilà, c'est des choses qui sont quand même énormément regardées par les jeunes, voilà, par les moins jeunes, par tous les agriculteurs, etc. Donc après, ça peut être un travail à réfléchir, de bien choisir avec qui s'associer ou avec quelle chaîne. Enfin, il y a vraiment différents types de contenus, quoi, qu'on peut trouver, différents types d'agriculteurs, voilà. Et il y a peut-être un travail quand même auparavant, enfin voilà, de vraie analyse, diagnostic de qu'est-ce qui serait intéressant et judicieux de faire, quoi. Merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup pour ton Merci à intervention. vous. À bientôt. Au revoir, merci, à bientôt.